je n'aurais jamais imaginé un jour être professeur. L'école m'avait toujours emmerdé et je n'avais jamais réfléchi plus longuement à propos de l'éducation. Déjà, à Gaziantep, en Turquie, j'avais commencé à entrevoir l'importance de ce qu'enseigner voulait dire. Mais mon premier contact avec les salles de classe fut à Lesbos. C'est là que j'enseignais pour la première fois, commençant par le français et l'anglais, et où je pris conscience du véritable enjeu de l'école, spécialement dans le contexte du travail humanitaire. Et j'ai commencé à tatillon, bien sûr. N'ayant jamais enseigné auparavant, j'ai dû donner forme à mes savoirs et apprendre comment le transmettre efficacement. Nous avons tous quelque chose à enseigner au monde, mais nous ne sommes pas tous faits pour être professeurs. C'est un travail qui, lui aussi, comme le travail humanitaire, demande de la réflexion, de l'énergie, de la dévotion, de la passion et de la patience. Comme dans l'humanitaire, un bon professeur ne peut espérer faire carrière pour le profit. Un enseignant digne de ce nom est celui qui aime transmettre le savoir et qui réalise la valeur de ce dernier, non la valeur de l'argent.
Un vieux proverbe dit : si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. L'autonomisation des gens est la chose la plus importante dans le travail humanitaire. L'urgence ne nous permettait pas de prendre le temps de construire des choses solides, avec de véritables objectifs qui changeraient la vie des personnes. Aujourd'hui, les choses sont différentes, et nous pouvons réfléchir, travailler sur le long terme, élaborer des programmes, et nous concentrer sur comment réellement aider les populations au mieux. Where are we? We're in Beirut, Lebanon. The teaching? I wouldn't say it was difficult. Yeah, if I'm honest, I thought the kids were going to be harder to teach. They are really invested in coming here. Like, they want an education. None of them don't want to learn. We're just here as teachers. That's probably the hardest, like seeing things that you can't change, that you know the kids or the youth are unhappy about. Like, some of my teenage girls are in situations where they're not happy and they can talk to you about how they're not happy, but there's nothing you can really do about that, and that's quite hard. On rend autonome par l'enseignement, par le partage de compétences et de connaissances qui viennent améliorer et enrichir le futur des gens. C'est en expliquant comment faire, en montrant des nouvelles choses et en intéressant la jeunesse sur les différents aspects du monde que nous pouvons espérer donner un avenir meilleur à ces générations perdues. هلا الحين الكونتينر الجاي من بروكسل راح نوزعه على مراكزنا ارسال صيدا بيروت وطرابلس على كل مناطق يعني. بس هلا راح نفتح الكونتينر وفتحناه، راح ناخذ نوزعه على البيك ابات لينطلقوا على المراكز.
it's pretty disgusting everywhere. So we're present here at the Uzai refugee shelter. It's the largest collective shelter in Lebanon. It's located in Saida, Lebanon. We have a center here, which we run for 320 children every day. Classes that we give Arabic, English, maths and science to them every day. Okay. We also have vocational training for women and emotional support classes for them as well. The most difficult thing is complete lack to any kind of public services. They are a community that are socially isolated and culturally isolated from their surroundings. We have large health needs throughout the shelter because conditions are poor, hygiene is poor, and available resources are very poor as well. Okay. So I teach the women's class here, the most advanced group, which is our Women's 3 class. And with this group of women, I focus on conversation practice, but also learning grammar and vocabulary, so they're really able to perfect their English. A big motivation for these women in learning English is so that they can, converse with people that they meet in their life. But really, their biggest motivator is so that they can help their children, who are students in English language schools here in Lebanon. They want to be able to help them with their schoolwork and help them meet new people. And so English is a great way for them to be able to do that. I'm dealing with grade 1 and grade 2 children, so there's a difference in age with them and level. Yeah, so our aim is to teach them to pass the LAP exams, which will then bring them into public Lebanese schools. Savoir écrire était une chose cruciale au Maroc lorsqu'il s'agissait de remplir les demandes d'asile au HCR. Tanger. On est parti rencontrer des immigrés qui sont à Tanger, et des personnes démunies qui n'ont rien, des personnes qui vivent dans des difficultés énormément. Et on essaie de discuter avec eux, ils ont essayé de nous partager leur vie. Mais par contre, il y a une chose qu'ils ont essayé de nous parler concernant la police qui les dérange vraiment beaucoup. Et ils ont demandé à ceux qui seront à HCR pour voir comment ils peuvent obtenir des papiers, soit certificat de... Et là maintenant on a essayé de contacter les gens de HCR et ils ont pu accepter à ce que ces gens viennent pour leurs papiers. Et là maintenant, l'objectif c'est de leur envoyer de l'argent de transport pour qu'ils viennent pour leurs papiers qui se trouvent à HCR de Rabat, pour qu'ils aient quand même leurs papiers avant de mieux circuler à Tanger. Okay. Donc c'est l'objectif quoi. Okay. Et on est en pleine marche pour aller envoyer des sous aux immigrés qui sont à Tanger. On vous a toujours dit, on continue à vous dire que nous sommes vraiment abandonnés à nous, compte tenu des associations qu'ils ont mis sur pied à Tanger, il ne faut de rien. Il y a des ONG ici au Maroc qui peuvent toutefois aider les gens qui sont venus comme des immigrés, et c'est leur rôle et c'est leur travail. Or, il y a certains gens qui ignorent ces choses. Ils ignorent toutes ces histoires. Je ne sais pas, on les envoie de l'argent, et l'argent qu'on les envoie, c'est pour eux. Et du coup, ça devient vraiment la merde. Ça devient la merde parce qu'il y a ces associations caritatives qui sont créées, c'est des ONG et qui ne font vraiment pas de boulot comme il se doit. Et... Si ce n'est pas vous qui allez nous remercier, c'est nous qui allons vous remercier sincèrement. Puisque vous êtes venus, je vous ai montré mon papier du rendez-vous depuis le 1er août. Je vous ai montré ça la dernière fois quand vous étiez sur Tanger. Depuis le 1er août, aujourd'hui, j'arrive sur Rabat en moto. Pourquoi? Faute de moyens. Et il y a des organisations qui prétendent dire qu'ils sont là pour nous aider, nous les immigrants. Ils ne font absolument rien. Ils ne font absolument rien. Mais que vraiment vos amis, vous et vos amis, que vous essayez de voir comment est-ce que vous pouvez essayer de faire remédier cette situation. Vos frères qui prendront la peine de pouvoir vérifier, regarder cette caméra,
cette vidéo, qu'ils puissent vraiment, on a vraiment besoin d'aide, sincèrement, nous personnellement qui sommes attendus. Mais savoir écrire et lire n'était pas la seule chose utile à apprendre aux personnes dans le besoin. La fameuse Or Joyeuse, bon, c'est une association à but non lucratif qui est là au service de la population en situation de vulnérabilité. On cherche la bonne insertion dans la société tout d'abord et puis l'insertion professionnelle de notre cible. Vraiment, actuellement, ça fait 1 an presque qu'on travaille avec les migrants subsahariennes et qui profitent de notre service de la cellule d'orientation d'insertion professionnelle. Alors il y en a trois éléments principaux, si on veut dire, la langue française, l'informatique et life skills. Bon, de la Côte d'Ivoire, d'abord il y a eu cette histoire des guerres que tout le monde entier connaît. Et c'est à la suite de ça que moi je suis venue. Voilà, depuis ça, je suis venue. Après ça, quoi. Après la guerre, juste après la guerre. Pourquoi je suis ici? Pour des raisons politiques. Tu connais les problèmes qui se passent maintenant dans le monde, non? La migration, c'est ça. Oui, effectivement, c'était difficile parce qu'il y a la langue à parler, il y a le froid qu'on ne connaissait pas. Et il fallait quelqu'un pour nous guider. Voilà, il n'y en avait pas ces personnes-là, donc c'est comme si on était dans la forêt, on devait se défendre seul. L'accueil, c'est tout à fait autre. Mais vivre maintenant, des années, c'est là où j'ai vu que vraiment il y a un problème. On ne pouvait plus rien faire. Alors maintenant, on est entré dans des formations. C'est là où on était venu. Moi, j'avais choisi la couture. Et j'aime, voilà, la couture aussi. J'ai appris que... Comment j'ai fait la cuisine? J'ai appris la cuisine. La cuisine. 4 mois ou bien? Non, 3 mois. 3 mois. Au début, on nous a dit que ça allait être sur une durée de 6 mois. 6 mois. Mais après, on a fait 3 mois. Au départ, c'était un peu difficile, mais on a commencé à fabriquer des petites choses là, donc ça apporte quelque chose. C'est avantageux. Si tu sais déjà faire le pain, la nourriture marocaine, voilà, ça te donne un petit plus. Ça facilite de trouver du travail. Et il est dur de constater que dans certains cas, malheureusement trop nombreux, la situation est telle que d'apprendre quelque chose de nouveau est juste complètement impensable. La vie de Dakadome ici, c'est difficile. Des fois, je ne mange pas. 2 jours, je ne mange pas. Ce que vous devez comprendre. Ici, s'il y a encore l'hiver ici, même le neige descend. Des fois, on dort au dalle ici. Même pas de couverture. Et on souffre ici beaucoup même. Si on sort encore, le clochard nous agresse tellement. Même pour sortir avec un téléphone simple, tu ne peux pas. On te vole, on t'agresse. Je suis venu au Maroc ici pour passer, mais je dirais ici je n'ai pas passé. Je ne sais pas comment on va faire maintenant. Là, je ne fais rien. Là, je suis là pour perdre seulement les journées. Je ne fais rien. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Là. Mais je suis venu ici pour passer en Europe. Mais c'est un peu difficile. Oui, je suis tout seul ici. Quel âge as-tu? J'ai 14 ans. Oui, chaque fois je pars au Tchad, au château ici, pour chercher travail. Parfois je trouve, parfois je ne trouve pas. D'accord. Ce que moi je veux pour prendre un métier. Moi j'ai arrivé ici en 2015. Parce que dans cet appartement il est sale. Dis-moi. On est en train de ranger. D'accord. So what are we putting
everything inside. No, don't worry. Stick Okay. I'll do it. Okay. Bon. Donc là, on a notre eau. Et on va pouvoir commencer le travail rigolo. Parce que là, il faut vraiment appuyer comme un bois pour que ça parte, tu vois. Tu es arrivé directement à Tanger ou... Non. Je suis arrivé par Oujda, la frontière Algérie-Maroc. D'accord. Pourtant, le savoir peut toujours surgir des endroits les plus inattendus. Il est à la frontière algéro-marocaine, donc il se trouve à peu près à 10 km de la frontière algérienne. Notre association a été créée en 2007. Quand on a un centre à la frontière, on se contacte beaucoup avec des gens, surtout les subsahariens qui entrent dans l'Algérie. Ce sont des réfugiés qui sont déjà venus de la frontière algéro-marocaine. Ils sont entrés au Maroc. Pour les subsahariens, donc les immigrants, c'est autre chose. L'idée, c'est de traverser la mer et de toucher l'Europe. Pour la ville d'Oujda, ils le prennent comme une ville de transit. Si on veut dire que le Maroc, c'est un pays de transit. Donc, l'association El Wafa, il a commencé à travailler dans ce but-là. Donc, il a commencé à aider les immigrants de petit à petit, c'est-à-dire selon les capacités de l'association. Well, I arrived in the center last 3 weeks. They put me in the police station there. Well, they say the center is a, what do they call it, association, and if I go there, I will see so many people, Nigeria, Mali, all those Arab, so I can learn from there. They showed me machine, hairdresser, Arabic language, so many things. Bon, je suis chargée de l'écoute concernant les victimes de violences et les référer vers les établissements concernés selon le cas spécifique de chaque victime. Je suis responsable des 3 agents de proximité et les encadrants des ateliers et les AGR et le prof des AGR. Agents de proximité, ça veut dire les gens qui font leur travail sur le terrain. Dans mon domaine, je travaille en tant qu'agent de proximité envers les migrants subsahariens. Les fonctions d'agent de proximité, la visite domicile, la sensibilisation des nouveaux subsahariens et nouveaux syriens. Alors le projet Espoir, c'est un projet qui consiste sur le fait d'insérer les migrants, soit subsahariens, soit syriens, ici à Oujda, et qui sont des victimes de la violence ou de la traite,
la majorité sont des victimes d'une sorte de violence. L'insertion, ça va être à travers des ateliers d'apprentissage qui sont la couture, la coiffure, la cuisine. Les Syriens, c'est une cas spéciale parce que chaque fois on fait les visites, on fait les sensibilisations pour eux, mais eux ne veulent pas le faire les formations. Ils veulent directement si vous pouvez les aider par le payer le logement ou les aider par les aides alimentaires ou les aider par argent. Mais ils ne veulent pas le faire tous ces cas. Les Syriens? Oui, c'est moins de formation que les subsahariens parce qu'ils ne veulent pas. On a ce problème dès qu'on a commencé ce projet. Ils veulent directement l'aide. Ils veulent pas le faire, la formation, après les diplômes, après le projet. C'est le contraire des subsahariens. Les subsahariens font tout pour travailler, pour faire un bien-être pour son avenir, tout ça. Dès qu'ils sont arrivés ici, ils ont fait les formations, ils ont bien fait une insertion ici à Oujda. Ils sont comme nos frères, on les appelle, comment vas-tu, comment ça va. On était surpris vraiment sur la manière dont ils ont accepté vraiment, avec l'écoute, avec l'assistance sociale, avec la manière dont on les accueille, parce que il y avait des gens qui viennent pour la première fois et se trouvent dans des situations misérables. Mais notre objectif, c'est l'insertion des victimes de violences, surtout femmes et les mineurs, se trouvent dans la région orientale, c'est-à-dire principalement à Oujda. Quand il fait le départ de son pays, donc il vient avec beaucoup de problèmes, peut-être, qui sont des problèmes énormes ou minimes, mais avec le trajet qu'il subit, donc chaque kilomètre, il laisse une cicatrice, si on veut dire ça. Donc à l'arrivée ici au Maroc, donc il sera plein de cicatrices. Soit il tombe dans le réseau, soit il est rejeté dans les rues, soit. Mais l'association, il l'accepte, quelles que soient leurs conditions, et d'essayer de le libérer de tous leurs problèmes. Moi, je suis partie de Cameroun. C'est parce que l'oncle de moi moi je n'étais pas à l'aise. Moi j'étais esclave de sexe. L'oncle de moi me prenait pour esclave de sexe pendant beaucoup d'années. Et beaucoup de filles étaient là-bas aussi. Tu n'étais pas seule? Et ses amis aussi venaient aussi pour nous. Il abusait de moi et les filles aussi. C'est très mauvais à dire. Quand papa de moi il est mort, ma maman elle est morte, il m'a pris. C'est la mort de tes parents? Oui. Il a beaucoup d'argent comme ça. Il a beaucoup de voitures, beaucoup de sociétés comme ça. Toi tu vois le Cameroun là, non? Si toi tu as l'argent là-bas, tu as raison, même si tu as tort. Si tu as ton argent, même la police ne fait rien. Moi j'avais fui, non, j'ai vu la police dit. La police l'a appelé, il est venu me chercher. Et ma tante a parlé, il dit à ma tante qu'il va tuer ma tante. Tu vois, j'ai fui, c'était la nuit. Je ne sais pas ce qui s'était passé, mais après j'étais dehors. Moi j'ai eu l'idée comme ça. Tu vois, mon oncle là, il faisait beaucoup de trucs. Il faisait des crimes rituels. J'ai fui parce que j'avais les blessures sur moi. J'étais tombée. Tu vois mon enfant là, non? Oui. J'ai accouché seule à l'hôpital. À Suissy.
Son père est ici au Maroc ou... Le papa de mon fils, c'est mon oncle. C'est l'oncle là qui m'avait violée, non? Moi, je n'ai pas de mari ici. Ah, d'accord. Tu vois, non, parce que moi, arrivé au Maroc ici, moi j'habitais... Moi, je suis partie à la forêt parce qu'il y a femme là à Algérie. Parce que moi, quand je suis partie du Cameroun au Nigeria, il y avait les... Parce que moi, j'étais comme syrienne, j'étais mince comme ça et il y avait les gens qui passaient là. Et moi, je n'étais pas à l'aise là-bas. Oui, je suis partie avec les gens là. Arrivé au Niger, il y a une femme là qui elle a dit elle va partir avec moi en Algérie. Arrivé là-bas, moi je suis malade. Elle dit que c'est mari de moi qui va me soigner. Que mari de moi va me donner beaucoup d'argent, va lui rembourser beaucoup d'argent que elle a payé mon transport de l'Afrique pour l'Algérie. Moi j'ai fui, j'ai supplié. Il y a les gens qui m'ont emmené au Maroc. Et moi je ne peux pas rentrer en Algérie parce que moi quand j'arrivais au Maroc, j'étais obligée de partir à la forêt. Moi je savais pas, j'étais enceinte. Moi je suis tombée malade beaucoup, 3 mois comme ça. Après, on m'a amenée à l'hôpital. On m'a fait beaucoup de radios mais on n'a rien vu. C'est après que le ventre sortait et puis il est né 2014, le 7. Est-ce que c'était fréquent chez ton oncle que les femmes accouchent? Non. On avait tout à la maison. Quoi? On enlève tout? Quand tu tombes enceinte, le docteur vient et l'enlève. Tu as vu maman? J'ai mis le feu dans la maison. Dans la maison. Ça brûlait. Tu as mis le feu à la maison? Moi, on a agressé moi beaucoup de fois ici. Et quand j'étais enceinte, on m'a visé avec beaucoup de cailloux. Pas de papier. Pas de preuve. Mon bébé, pas de acte de naissance. J'ai mal partout maintenant. Je ne parviens pas à baisser ma tête. J'ai tout fait mal. J'ai les nerfs, j'ai le dos qui fait mal. Parfois, je veux rien faire, je pleure, je ne sors pas. Je reste à la maison, je pleure, je sors pas. Et ton enfant, ça va? Il a assez à manger? Moi, pas de papier. Lui, pas de papier. Et il ne part pas à l'école. Il ne parle pas. Moi, j'ai pas de famille, moi.
acheter des choses pour les gens. Quoi comme chose? On va acheter des dentifrices, des savons, des brosses à dents, des choses comme ça pour l'hygiène. Je suis en train de faire les courses aux subsahariens qui se trouvent dans le centre d'urgence. Donc il y a par exemple, on prend des petits poissons conserve comme ça, puis des petits gâteaux comme ça. Donc on va mettre du thé, donc comme ça pour apprendre. L'éducation ne devrait pas être un luxe, et tout peut s'enseigner. Mais avec les gens qui ont inscrit dans les ateliers d'apprentissage, ça c'est une autre chose. Ils sont bien intégrés, ils commencent à parler la langue d'Arija ici. En fait, ils te montrent aussi comment faire à chaque fois? Oui, c'est tous les jours. Tous les jours, ils me montrent beaucoup de choses. C'est pour cela que j'apprends vite les choses à faire. Grâce à D'accord. patron et son employé. Je suis chez moi. كاين بزاف لي سوفونير. اهم حاجه هو ان هنا في لاسوسياسيون الوفاء مع لي بينيفيسيير ميلانج. عندنا لي افريكان، عندنا نو سون ميسي دي افريكان، اون لي ماروكان، اليمن، سوريا. عندنا واحد الميلانج، واحد الخليط اللي كتاخد منه بزاف ديال الحوايج وكتاخد بزاف ديال لي سوفونير في العلاقات بيناتنا، في بزاف كاين بزاف لي سوفونير. جيسبر تجلس وغادي تشوف. Grâce à moi, avec mes collègues, j'arrive à m'exprimer en arabe aussi. Avant, je ne connais rien en arabe, maintenant je me débrouille. Et tu travailles tous les jours? Tous les jours. Combien de temps par jour? Bon, je monte moi à 8h jusqu'à 6h comme ça. Bon, j'ai commencé à l'association Al-Wafa. Bon, grâce à là-bas, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis venu ici, j'ai perfectionné ma connaissance aussi. Grâce à elle aussi, j'ai débuté là-bas grâce à elle. Voilà, les stages, on était aussi surpris pour la manière dont les directeurs de ces organisations ont accueilli ces gens-là. Et même maintenant, les directeurs, il nous a dit vraiment on sent qu'on veut donner de l'argent pour ces gens-là parce qu'ils font des bons travail, ils sont bien intégrés, ils donnent tout ce qu'ils ont. Le français en Grèce ou en Tunisie, la couture ou la cuisine au Maroc, l'espagnol ou l'art à Melilla, l'italien ou la conduite à Palerme. At the same time. 1, 2, 3, 4. La biologie et les maths au Liban, en passant par l'anglais ou la musique en Jordanie. Bref, il n'y a pas de limite, ni d'âge pour apprendre. Mes élèves ont pu avoir 6, 7, 15 ou 50 ans. Cela ne change rien à la nature de ce qu'on enseigne. Seule la manière varie. Et j'ai dû ajuster mes techniques en fonction de mes différents publics. Simplifier mon langage pour parler aux enfants, passer de nouveaux diplômes, apprendre de nouvelles langues, réapprendre l'espagnol, découvrir l'italien et me rompre à l'arabe. L'enseignement aussi est un apprentissage.
Et enseigner dans ces situations difficiles rend la tâche encore plus ardue. Mais sans cela, aucun futur tangible ne sera possible pour ces générations perdues. Et s'il est difficile d'enseigner, il est encore plus difficile de ne rien faire face aux besoins immenses de ces enfants et femmes toujours en demande de savoir. Le savoir est universel et est un droit commun à tous. Et nous nous devons de le partager avec ceux qui en ont le plus besoin.